Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Ça fait 100 fois en effet, je pense qu'on n'a pas raté beaucoup d'épisodes l'un et l'autre, peut-être quelques-uns, mais que l'on se retrouve pour suivre vos décryptages mois après mois de l'actualité financière sur les marchés financiers, la bourse. Et c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis 2014. Effectivement, on en a connu des épisodes. C'est une vraie série, plusieurs épisodes, plusieurs saisons. À chaque fois, on a toujours des choses à se dire. On ne se regarde jamais dans le blanc des yeux sans savoir qu'est-ce qu'on va se raconter la fois d'après. Avec des hauts et des bas, il y a des souvenirs qui vous ont marqué sur les marchés financiers ? Il y a des épisodes effectivement plus ou moins compliqués. La plus grande crise en fait qu'on ait eue depuis 2014, c'est avril 2014, la première émission. C'est sur les marchés financiers, c'est la crise du Covid, où le CAC avait baissé de près de 40% en un seul mois. Donc c'est la crise la plus marquante en fait. Bien sûr. Il y a eu d'autres crises qui sont peut-être un petit peu moins aiguës, mais qui ont été très, très tendues sur les marchés financiers. Par exemple, la crise où le pétrole avait fortement baissé en 2015, 2016. Il était même devenu négatif à une époque. Il est devenu négatif pendant l'été, alors je ne sais plus trop l'année, mais les cours du alors ça, pétrole, c'est encore le Covid, je crois. C'est encore le Covid. C'est pour des questions de livraison, en fait. Exactement. Personne ne voulait être livré, en fait, négatif. sur le pétrole. Mais il y a eu d'autres périodes avant cela où le pétrole avait beaucoup baissé et ça avait créé énormément de tensions sur les marchés financiers. On a connu, c'est marrant de prendre du recul, en fait, sur cette période-là. On a connu des périodes où on était focalisé sur les baisses des taux d'intérêt avec le risque de déflation. Rappelez-vous, 2014-2015, on était focalisé là-dessus. On était très inquiet par le fait que l'inflation soit négative et que les taux baissent autant. On a eu des taux négatifs pendant une longue période. Aujourd'hui, c'est absolument l'inverse. On est focalisé sur le risque inflationniste, sur le risque hyperinflationniste, et on est pénalisé par la hausse rapide des taux d'intérêt depuis un an. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, de dézoomer sur une période de 10 ans, qui est une période relativement longue à l'échelle humaine, mais assez courte finalement à l'échelle de l'histoire. Et on se voit que les alternances de pluie et de soleil, de haut et de bas peuvent arriver très vite. Effectivement, les épisodes en fait se suivent et sont quand même assez courts, chaque épisode. Vous avez apporté un graphique, on va peut-être le voir aussi pour illustrer de façon très concrète ces hauts et ces bas. Voilà. Alors, si on le voit à l'écran, on peut regarder. Donc là, le point de départ, c'est avril 2014, la première émission de Parlons Placement. Ensuite, on voit que si on s'arrête aujourd'hui, si on rentre sur le CAC 40 précisément, et qu'on sort aujourd'hui, on gagne 69%. 69% sur 9 ans, ça fait une rentabilité de 6% capitalisé aujourd'hui. Donc c'est pas négligeable, c'est pas rien, mais ce qu'on voit sur le graphique, c'est ce que vous disiez, c'est ces épisodes qui s'enchaînent, de hausse, de baisse. La volatilité est extrêmement forte. Il y a des fortes baisses comme le Covid, mais il y a une période qui suit qui est extrêmement impressionnante. Depuis mars 2020 jusqu'à à peu près fin 2022, le CAC monte de manière quasi linéaire et prend une performance qui est complètement folle. Alors deux choses. En fait, en effet, 6% capitalisé, c'est bien, mais vu le risque embarqué, c'est pas forcément ce qu'on aurait souhaité. Non, c'est pas forcément très élevé, effectivement, parce que, effectivement, encore une fois, on voit que c'est très volatile. Et avec cette telle volatilité, on s'attend quand même à une performance supérieure à 7, 8, 9% annuel. Donc, le point de sortie est extrêmement important, en fait. Il faut pas le point d'entrée et le point de sortie. Et en fait, voilà, parce que c'est la fenêtre qu'on regarde la question est importante. Suit, c'est on ne sait jamais si on rentre au plus bas et si on sort au plus haut. Ça, c'est clair. Donc il faut avoir une sorte de souplesse sur la date de sortie. Une fois qu'on est rentré, on ne peut plus rien faire. Par contre, on peut décider à quel moment on sort des marchés financiers. Donc être capable d'attendre 2-3 ans que les marchés reprennent de la hauteur. Exactement. Après, sur la date d'entrée, ça peut être aussi un enjeu. Et souvent, vous recommandiez dans cette émission de lisser aussi cette date d'entrée en moyennant ces investissements sur des périodes peut-être un peu étalées. Complètement. Ça, c'est une règle d'or aussi. Donc il faut tout diversifier. Diversifier la date d'entrée, diversifier la date de sortie. La date d'entrée, on préconise de lisser sur une période relativement longue, qui peut être 12 mois, et de faire un 12e chaque mois de manière un peu mécanique. Ça permet de s'affranchir un petit peu de ce risque, de ce biais qu'on voit ici. Une autre difficulté, c'est aussi la sélection des actifs qu'on met dans son portefeuille. Alors, ça peut être des actions,
ça peut être des indices, ça peut être des ETF, ça peut être des fonds, des gérants. Oui. Mais c'est aussi difficile. Parfois, il y a des actions, en effet, là, le marché rebondit, il finit par rebondir, mais il y a des actions, on se souvient de France Télécom dans les années 2000 qui n'a jamais revu ses cours, de EDF. Vous pouvez montrer le troisième slide que je vous ai envoyé pour illustrer un petit peu ce que vous dites. Il y a des actions sur 9 ans au sein du CAC 40 qui fonctionnent très bien. Donc on retrouve le luxe, mais pas que. Schneider Electric également. Hermès, 235% de performance depuis 9 ans. Schneider Electric, 107%. Ça, c'est les 4 premières actions du CAC 40. Ensuite, vous avez les 4 moins bonnes actions. Unibail qui fait moins 77%. Renault, Société Générale, moins 63, moins 42%, et Alstom, moins 29%. Donc il y a une dispersion très large, et c'est un peu ce que je disais, et ce que beaucoup constatent, c'est-à-dire qu'être capable de sélectionner les futurs gagnants ou des futurs perdants, c'est parfois très compliqué, y compris pour les professionnels. Donc est-ce que votre recommandation à la fin, c'est de dire, vaut mieux acheter le CAC ou d'autres marchés, le Nasdaq ou le S&P? Oui, un des meilleurs marchés en fait qu'on essaye d'acheter, c'est le MSCI World, en fait, qui est le plus global, qui est l'indice mondial, qui représente fortement les États-Unis. Donc ça, c'est le slide 2 pour Fabien. Dédicace Fabien qui nous accompagne aussi depuis un moment. Depuis 10 ans, je crois. Derrière la caméra. Vous voyez que le MSCI World, c'est celui qui performe le moins, mais en même temps, c'est celui qui a aussi la plus forte probabilité de réaliser une bonne performance dans la durée. Donc, il y a le plus de stabilité. Il ne faut pas regarder que la performance, encore une fois, qu'on voit arrêter à ce jour. Le S&P 500 fonctionne bien, le Nasdaq fonctionne très bien sur cette durée-là, mais a été très volatile, a beaucoup baissé depuis 12-18 mois aussi, le Nasdaq. Ça, c'est un mot qu'on a répété souvent dans cette émission, Parlons Placement, diversification. C'est une des clés de l'épargne et de la façon de la faire prospérer. Mais sur la question de est-ce qu'il faut mieux aller dans le détail des actions ou rester un peu global sur des indices, est-ce que vous avez une recommandation là-dessus? Moi, à mon sens, dans la durée, on constate que il vaut mieux être global que d'aller sur quelques actions ou même quelques secteurs. On constate qu'il y a des secteurs qui fonctionnent mieux que d'autres, mais on ne le sait jamais réellement à l'avance. Et au sein même d'un secteur, il y a encore une grande disparité, en fait. Donc, il faut mieux être le plus large possible. Alors, si on est plus large, il faut aussi savoir que la performance espérée sera plus faible. On le voit là sur le MSCI World, c'est celui dont la performance est la plus faible. Mais c'est aussi celui qui traverse le mieux les crises, celui qui est le moins volatile, qui est le plus résilient. Qui est le plus résilient, parce qu'il y a toujours une zone qui fonctionne quand une autre est en crise. Et donc, ça dépend de ce qu'on recherche. Si on recherche en fait une sorte d'équilibre entre la performance et le risque, on a intérêt à être sur des indices larges. Bon, en résumé, on pourrait dire qu'il faut être capable, faut mieux lisser son point d'entrée en investissant sur une période plutôt longue, être capable de gérer sa sortie en ayant la capacité d'attendre, de différer sa sortie. Donc ça veut dire aussi avoir un patrimoine qui ne soit pas investi à 100%, dont on dépend sur ces marchés financiers. Ah, complètement. La part qu'on place en action, c'est la part dont on n'a pas besoin tout de suite ou qu'on n'a pas besoin dans les années qui viennent. Par exemple, si on cherche à préparer sa retraite, si on a du temps devant soi, on peut investir en action, il faut investir en action. Sur la durée, on voit que ça fonctionne. Mais si on part à la retraite dans 2 ans et qu'on veut absolument avoir des revenus complémentaires pour la retraite, ce n'est pas les actions qui sont recommandées à ce moment-là. Bon, merci Jonathan pour ces 100 épisodes, et je retiens à titre personnel le fait que vous étiez souvent dans le vrai avant que moi en particulier, mais beaucoup le voient. Souvent, vous étiez capable de dire non, mais si c'est cette stratégie, plutôt les États-Unis, ou ça va remonter, ou là, plutôt prudence. Et vous étiez plutôt pas mauvais à cet exercice, vous êtes plutôt bon. Voilà, et c'est salué par cette sonnerie. Merci. Bon, on se retrouve le mois prochain pour la suite de nos aventures financières. Merci Jonathan. Avec plaisir.